Souvenez-vous, la loi du plomb a été votée le 8 juillet dernier à l'Assemblée nationale. Ce texte, porté par deux sénateurs LR, Franck Menonville et Laurent Duplomb, avait pour but de lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Le projet de loi prévoyait notamment la réintroduction très controversée du néonicotinoïde, l'acétamipride. Mais le 7 août, le Conseil constitutionnel a censuré une partie du texte, notamment l'article 2 qui prévoyait l'utilisation de ce pesticide. Parallèlement, une pétition pour s'opposer à ce texte, mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, a récolté plus de 2 millions de signatures. Une mobilisation sans précédent. Retour sur cette loi qui a divisé la France durant l'été. Nous avons interrogé un député qui a vécu les débats à l'intérieur de l'Assemblée nationale, Sacha Houlier. Je suis Sacha Houlier, je suis député de la 2e circonscription de la Vienne et j'appartiens au parti Place Publique de Raphaël Glucksmann et au groupe socialiste et apparenté en tant qu'apparenté. Et donc, vous vous êtes cet été opposé à l'Assemblée nationale à cette loi du plomb, notamment sur ce qui concernait la réintroduction de l'acétamipride, hein. Euh, il y avait des risques pour l'environnement? Alors, il y a plus que pour l'environnement. En réalité, il y avait différents types de risques de l'acétamipride, qui est un des produits de la famille des néonicotinoïdes, et donc qui sont des produits interdits depuis 2018 en France. Et ce qu'on estime ou ce que l'on connaît, alors il y a eu beaucoup de débats sur la nocivité de ces produits, mais ce que l'on sait, c'est que par essence, ce sont des produits qui sont toxiques pour les insectes, puisque ce sont des insecticides qui visent précisément à détruire les insectes, et donc qui ont des conséquences naturellement sur les populations d'abeilles ou de pollinisateurs de façon générale, et en détruisant une partie des cohortes. Il y a aussi et surtout une diffusion dans l'environnement. Alors, une diffusion dans les sols qui s'efface assez rapidement, on le sait, mais une diffusion dans l'eau, qui pour le coup là est beaucoup plus importante, puisque on peut avoir des présences d'acétamipride dans l'eau presque 80 jours après les pulvérisations. Et puis enfin, je pense que c'est là le plus important, et c'est peut-être ce qu'on a moins commenté, c'est l'effet de perturbateur endocrinien de cette molécule pour les humains, l'effet de toxicité par rapport au neurodéveloppement, et le neurodéveloppement notamment des fœtus. La question, c'est celle du contrôle. Et on est quand même obligé de dire qu'en France, c'est interdit depuis 6 ans et qu'on s'en est passé depuis 6 ans. La mesure de la loi du plomb qui a été adoptée, elle n'était ni limitée dans le temps, ni limitée en termes de culture, et puis elle prévoyait toutes les diffusions, et donc elle était très largement disproportionnée au regard de ce que lui avait autorisé, et surtout au regard de la charte de l'environnement qui prévoit certains principes qui sont directement de rang constitutionnel. Et justement, donc l'acétamipride notamment est interdit depuis 2018, et notamment les agriculteurs là disaient au final on n'a pas suffisamment d'alternatives. Ça n'est pas vrai, en tout cas ça n'est que très partiellement vrai, puisque d'abord il y avait cette maladie pour les betteraves sucrières qui pour le coup aujourd'hui est derrière nous, puis il y avait des filières de noisettes, notamment qui étaient sujets à des vers ou à une espèce de punaise, la punaise diabolique, et qui contaminait toutes les récoltes, mais qui pour le coup, aujourd'hui, n'ont pas d'alternative. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de substances. La France autorise presque 298 substances sur les 422 autorisées par l'Union européenne. Donc c'est faux de dire que la France interdit tout, là où l'Union européenne autoriserait de façon globale toute une série de substances. Donc vous l'aviez dit, donc la France là-dessus a interdit notamment l'acétamipride mais d'autres néonicotinoïdes depuis 2018, mais à l'échelle de l'Union européenne, notamment l'acétamipride ne sera interdit qu'en 2033. Il y avait la question justement d'une sorte de distorsion de la concurrence, qu'on puisse importer ces produits. Comment on prend en compte cette difficulté? La distorsion de concurrence, elle aurait véritablement existé si par ailleurs l'interdiction de l'acétamipride avait été nouvelle. Elle est depuis 6 ans, un peu plus maintenant, et encore une fois, la quasi-totalité des filières s'en sortent. Parce qu'on a plein d'autres processus, on a du biocontrôle, on a des alternatives qui ont été trouvées, on a des recherches en minerais. Il y a certaines cultures très très précises qui nécessitent peut-être des applications ou des recherches. Je vous ai cité les noisettes. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement un vrai problème, mais qui est un problème plus global, pas forcément intra-européen. En intra-européen, on commence à avoir des contrôles qui sont de plus en plus renforcés, une harmonisation qui est plus forte. Mais en extra-communautaire, c'est-à-dire vis-à-vis des cultures, des cultures qui sont en dehors de l'Union européenne, et précisément parce qu'aujourd'hui, on a une concurrence très forte des noisettes qui sont produites en Turquie,
avec traitement d'acétamipride, ce qui donne tout le sens finalement à la politique qui est conduite sur les traités de libre-échange comprenant des clauses de réciprocité ou dites des clauses miroirs. Après, on a deux choix. Soit on dit que finalement l'objectif prioritaire c'est la santé publique, et dans ces cas-là, on maintient des hautes normes environnementales dans l'Union européenne et on essaie de les rendre opposables aux gens avec qui on fait du commerce. Soit on dit que le commerce et la liberté d'entreprendre est finalement prioritaire surtout, ce qui était au tout départ de l'Union européenne les principes fondateurs. Et dans ces cas-là, on dégrade nos normes environnementales, mais ça, pour le coup, c'est pas le choix politique que moi j'ai fait. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque d'influence et de lobbying au sein des institutions politiques en France et sur ces questions-là notamment, on a l'impression qu'il y a eu une très très forte pression de plusieurs syndicats agricoles notamment. Alors, de toute évidence, il y a la FNSEA qui le fait à visage découvert, il y a la coordination rurale qui le fait de façon plus masquée et même plus brutale, que c'est un syndicat qui est proche aujourd'hui de l'extrême droite dans notre pays. Il y a dans ce débat des conflits d'intérêts majeurs qui ont été éludés, qui concernent les élus qui ont eu des engagements syndicaux d'abord, mais qui le revendiquent, donc ils l'ont pas dissimulé, mais ça pose quand même quelques problèmes. Et puis il y a le cabinet de la ministre, effectivement, où il y a eu différents membres de la FNSEA. La difficulté, c'est d'avoir la force pour les politiques de dire non et de faire respecter les textes. Et en ce sens, je pense que la décision du Conseil constitutionnel, elle est salutaire, parce qu'elle sait rappeler les politiques à l'ordre quand ils outrepassent finalement leur mission, ou quand tout simplement ils contreviennent aux textes fondamentaux. Et donc, par la loi, ils enfreignent la Constitution. Pour le coup, moi, je suis un cas un peu particulier parce que je suis en opposition frontale avec la coordination rurale que je ne reçois plus, parce qu'elle a dégradé à plusieurs reprises ma permanence, et parce que j'ai eu l'outrecuidance de dire qu'elle était en lien direct avec le Rassemblement national, ce que je réitère à chaque fois que j'en ai l'occasion. Puis je pense que beaucoup des militants aujourd'hui ne s'en cachent plus, la coordination rurale, c'est de proximité. D'accord. Merci beaucoup, Sacha Ollier, d'avoir J'en répondu prie. à nos questions.